Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec un grand plaisir pour vous parler du dernier pay-per-view de la WWE, Hell in a Cell. Alors j'ai malheureusement pas pu faire le dernier pay-per-view précédent qui était Clash of Champions. Voilà, j'ai été très occupé à ce moment-là et le lundi a été complètement, ça a été impossible pour moi de le regarder. Et enfin en tout cas de le regarder dans les temps. En particulier parce que à ce moment-là, je crois que allait commencer Roland Garros et donc j'ai été très occupé et j'ai eu du mal à me poser en fait et je crois que je l'ai regardé sur 3 jours. Donc bon, là je suis en vacances donc j'ai pu le regarder en direct donc je vais pouvoir vous donner mon avis au plus près de l'événement. Alors, je n'ai pas regardé le pré-show, donc bon, ça intéressait probablement personne. Surtout qu'honnêtement, le titre 24/7, le voir se faire défendre dans un match, alors qu'il peut être gagné dans n'importe quelle situation, je trouve ça un peu folklorique. Et c'est R-Truth qui a affronté Drew Gulak qui a perdu, donc là il descend clairement dans l'échelle, alors qu'ils avaient essayé bien de monter avec Daniel Bryan. Donc on sent que le projet, je pense que là, Drew Gulak, je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'y crois pas trop. Alors... on va commencer avec le premier match et je pense que je vais avoir un avis assez divergent de la plupart des gens. C'était bien sûr Roman Reigns accompagné de Paul Heyman contre Jey Uso dans un Hell in a Cell I Quit match pour le championnat de la WWE universelle. Alors, le match a duré 29 minutes 20. Et alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est de dire que la rivalité était très bonne et le match... elle nous a raconté une histoire et on l'a bien suivi, il n'y a pas de problème. Et que effectivement l'histoire était passionnante, il y avait de l'émotion, il y avait du drame, il y avait de l'épique, il y avait tout ce que vous voulez, donc pourquoi pas. Par contre, si on me parle de ce qui s'est passé, bah je te dirais plutôt de ce qui s'est pas passé. Le match était affreusement lent, affreusement long. Alors c'est le problème des Last Man Standing ou I Quit match dans lequel le match est complètement haché par l'intervention de l'arbitre régulièrement qui fait le compte de 10 dans le Last Man Standing et là qui demande I Quit. Alors il y a des matchs où d'habitude j'ai pas le sentiment aussi marqué en tout cas que comment dire ça, qu'il y a un manque de rythme. Est-ce que c'est l'absence de public qui joue beaucoup? C'est possible, c'est possible. Donc je vais pas non plus jeter la pierre uniquement sur WWE. Je pense que ça, voilà, le public, même si il y a le Thunderdome, mais c'est pas uniquement, voilà, ça manque quand même peut-être d'ambiance un petit peu. Et c'est vrai que sur ce match, j'ai l'impression que ça a tué l'ambiance de la soirée pour le public, qui est revenu après plus tard. Mais à ce moment-là, ils étaient complètement morts. Le match a été extrêmement long. Quand je vous dis une demi-heure, honnêtement, j'ai trouvé ça. Je me suis beaucoup ennuyé, très ennuyé, j'en avais marre. En plus je trouve que la cage a servi à rien. Voilà, c'était un I Quit match plus qu'un Hell in a Cell et j'ai trouvé que c'était pas très imaginatif, pas très original et honnêtement vraiment le match était haché. Et puis Roman Reigns, il n'y a pas de surprise en plus, donc il n'y a pas vraiment de suspense parce qu'on sait que Roman Reigns va gagner. Donc ce qui fait que j'ai eu du mal à m'investir dans ce combat, j'ai eu du mal à m'investir parce que je savais déjà qui allait gagner, donc malheureusement ça m'a pas passionné. Pourtant les gens, j'ai vu, c'était dithyrambique sur Twitter en disant que c'était le match incroyable, quelle histoire, le storytelling. Peut-être que je suis pas fait pour des matchs avec beaucoup de storytelling, j'en sais rien, ce que tout le monde vante chez New Japan Pro Wrestling. Peut-être pour ça que j'accroche moins à ce que fait New Japan Pro Wrestling, parce que voilà, moi je suis pas forcément client de l'histoire qu'on nous a racontée en nous disant que ça donnait un bon match. Oui, l'histoire est très bonne, mais est-ce qu'elle donne un bon match? Je suis désolé, non. Si jamais par exemple vous n'avez pas l'histoire et que vous regardez ce match dans 1 an ou 2 ans, vous allez le trouver affreusement long et affreusement pénible. Donc désolé, mais pour moi, ce match est un échec cuisant. Même si par contre la fin était quand même émouvante, le Roman Reigns qui est en pleurs, le fait que le fait que Jey Uso abandonne, enfin dit I quit, alors que Jimmy est en train de prendre la prise de soumission de Roman Reigns, j'ai trouvé ça beau. L'arrivée de la famille de Roman Reigns à la fin. Honnêtement, ça promet. Alors il y a des rumeurs d'ailleurs de Roman Reigns qui pourrait affronter le Rock à WrestleMania. J'y crois pas trop honnêtement parce que même si je l'espère et je pense que ce match doit avoir lieu et que même pour le Rock, je pense qu'il doit mettre sa carrière en jeu lors de ce match pour terminer en beauté, mais le faire sans public, je pense que ça serait gâché ce moment. Donc si jamais on voit qu'il n'y a pas de public, moi je serais eux, je retarderais ça d'1 an et je le ferai 1 an plus tard. Ça peut attendre encore 1 an, le Rock aura encore une très bonne forme physique dans 1 an et Roman Reigns pareil, donc je pense que ça peut attendre 1 an. Je serais eux, j'attendrai, en tout cas j'attendrai d'avoir du public présent en salle parce que je pense que ça serait une vraie déception.
Ensuite, le match simple qui a duré 7 minutes 50 entre Elias et Jeff Hardy. Elias va remporter la victoire par disqualification après que Jeff Hardy lui fracasse sa guitare sur la gueule. Honnêtement, on attendait tous. C'était pas très intéressant comme la plupart des matchs de Elias. Elias, le seul mec qui a réussi à lui sortir un bon match, c'est Seth Rollins, un jour dans un opener de je ne sais plus quel pay-per-view. Mais depuis, bah voilà, malheureusement, c'est vraiment un catcheur limité et ça se voit. Et face à Jeff Hardy, je trouve qu'il a fait une prestation plutôt très moyenne. Le match n'a jamais réussi à m'emballer, a jamais réussi à m'emporter, donc malheureusement, bah, je suis passé complètement à côté. Donc c'est vrai que là, j'ai passé une première demi-heure, là, 37 minutes exactement, plus les entrées, plus les erreurs. Donc on va dire la première 45 minutes, à pas être vraiment dedans. Mais ça s'est amélioré avec la suite, puisqu'est arrivé The Miz, accompagné de John Morrison, contre Otis, qui est Mr. Money in the Bank, et Tucker, qui l'accompagnait, justement pour la manette Money in the Bank, qui était un plutôt bon match. Je parle dans le in-ring, alors c'était pas, ça a duré 7 minutes 25, donc honnêtement dans le temps qu'ils ont eu, je trouve que c'était plutôt correct, et je pense que c'est l'histoire qu'ils nous ont racontée, qui est intéressante, et qui moi m'énerve par contre particulièrement. Mais, parce que pour la suite je vais en parler, mais le fait qu'ils aient décidé de mettre The Miz en Mr. Money in the Bank, déjà je suis pas d'accord. Pour moi ils auraient dû mettre Kevin Owens, j'arrête pas de le dire, je pense que Kevin Owens avec la mallette, ça aurait été génial. Bon, ils l'ont pas fait, ils avaient l'occasion de le faire, ils auraient dû le faire. Là, pour moi, bon, c'est une question de facilité. Le Miz, il va se régaler avec la mallette, il va nous régaler avec la mallette. Il est quand même plus crédible, même si certains ne le trouvent pas crédible, il est quand même beaucoup plus crédible que Otis. Et puis, bah, ça serait quand même drôle qu'il recache sur Randy Orton, que ça ferait recaching sur Orton. Ça pourrait être assez sympa, donc je ne l'enterre pas l'idée tout de suite. De toute façon, Otis, c'était une mauvaise idée. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient donner la mallette à Mandy Rose et que c'était Mandy qui allait cacher la mallette. Et ça n'est pas le cas. Donc, en plus, ils n'ont même pas exploité l'idée avec Mandy. Donc, pour moi, le passage de Mr. Money in the Bank d'Otis est un échec cuisant. Mais le truc qui m'inquiète le plus, c'est bien sûr le heel turn de Tucker. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils vont séparer les deux. Et pour moi, c'est le cas Big Cass et Enzo Amore. C'est-à-dire Big Cass et Enzo Amore, tous les deux ensemble, c'était une bonne équipe. Ça n'a jamais été des très bons catcheurs tous les deux, mais c'était une bonne équipe. Ils se sont mis à les séparer parce que Vince McMahon pensait que Big Cass avait un potentiel en solo. Je pense que Vince McMahon doit se dire, soit Tucker a un potentiel en solo, ce que je ne crois pas du tout. Enfin, en tout cas, je pense pas que ce soit ça que se dise Vince McMahon. Soit il se dit, Otis a un potentiel en solo. Et il va lancer Otis, il aura plus d'idées et il va tomber. Et que va faire Tucker? Bah lui, il va rester 3 ou 4 mois là en rivalité peut-être avec Otis. Et après, il va disparaître dans le néant le plus total et sera viré d'ici un an et demi, comme d'habitude. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Big Cass et Enzo Amore. C'est-à-dire que d'un coup, t'enlèves les deux avec lesquels ça marchait, c'était une équipe qui marchait bien. Donc d'un coup, bah, Big Cass, bah, on se rend compte quand ils sont tout seuls qu'ils sont quand même limités. Je pense qu'on va se rendre compte que Tucker, il est un petit peu limité. On va se rendre compte que Otis, il est un petit peu limité. Même s'il est assez divertissant, tu peux en faire quoi de Otis à part en faire le mec divertissant? Donc ils vont peut-être le garder Otis, mais honnêtement il aura pas, je pense, la possibilité de pouvoir atteindre le main event ou d'atteindre un gros match sur une ceinture, je ne sais pas. Honnêtement, je sais pas ce que vous prévoyez pour Otis, mais j'y crois pas du tout. Et Tucker, moi je pense que voilà, il va servir à mettre en avant Otis quand il aura perdu la rivalité, parce que je pense que c'est Tucker qui perdra la rivalité. Bah après, qu'est-ce qu'ils vont lui proposer? Vous le voyez vraiment dans une course au titre intercontinental? Non, il va finir avec le 24/7 à courir derrière, et puis ça, il va disparaître de lui-même, et ça fera partie des virés, comme à l'époque Enzo Amore et Big Cass. Même si Enzo Amore, il y avait d'autres raisons, hein, et Big Cass également, en particulier le fait qu'il soit vraiment mauvais dans le ring, mais je pense que là, ça va vraiment... c'est en fait une idée qui est vraiment pourrie, et qui, je pense, va gâcher le potentiel de la carrière des deux catcheurs, qui auraient dû conserver leur équipe, même s'ils préparaient un run solo. Kofi Kingston, par exemple, ils ont lancé un run solo, et ben ils avaient quand même gardé le New Day au cas où. Là, Biggie, ils ont décidé de le lancer aussi en solo, par exemple, mais je pense que Biggie, ils ont quand même plus d'idées que ce qu'ils ont avec Tucker ou Otis. Sasha Banks affrontait Bayley pour le titre féminin de SmackDown. C'était génial. Ça a duré 26 minutes 35 dans la cage, bien sûr, dans le Hell in a Cell. J'ai adoré. J'ai adoré. Bon, je suis un gros fan de Sasha Banks. Je suis un immense fan. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de suspense. Faut reconnaître. Même si, pour moi, j'en avais un petit peu quand même parce que je me suis dit, est-ce qu'ils n'auraient pas envie de faire gagner quand même Bayley? Mais pour moi, le vrai enjeu, ce sera le pay-per-view suivant. Pourquoi? Parce que dans le pay-per-view suivant, il risque d'y avoir Sasha Banks contre Bayley. Après, il y a les Survivor Series, peut-être que ça va poser problème et qu'il faudra le décaler un petit peu et le mettre plus vers le Rumble. Mais bon, blague, on en reparlera plus tard. Sasha Banks contre Bayley.
C'était une jolie rivalité, le match marchait bien, etc. Sauf que Sasha Banks, on le sait, le problème qu'elle a, c'est pas de gagner des titres, c'est surtout de les garder, parce qu'elle est quand même déjà 5 fois championne de Raw. Là, elle va être une première fois championne de SmackDown, mais elle n'a jamais réussi à faire une conservation de titre. Ce qui veut dire que le prochain match, c'est celui-là qui aura beaucoup de suspense. C'est-à-dire que peu importe l'adversaire qu'ils vont lui mettre, j'espère que ce sera quand même un nom qui peut être susceptible de lui, dont on se dit, purée, il peut la faire tomber. Imaginez si c'est Bayley, mais alors là, ça va être complètement dingue, parce que si c'est un rematch de Bayley, on va se dire, mais Bayley, elle va reprendre le titre parce que Sasha Banks n'est pas capable et n'arrive pas à gagner, à conserver son titre. Donc là, ça peut être vraiment intéressant. Et donc c'était un super match, la cage a été ultra bien utilisée, avec des trucs un peu originaux, ils ont essayé de placer les kendo sticks en lévitation, elles ont essayé de faire quelques moves sympas, la chaise par exemple placée dans l'angle par Bayley qui a été plutôt bien utilisée à un moment, c'était bien construit, c'était assez rythmé, on s'est jamais trop ennuyé. Honnêtement, le match il a duré 26 minutes, c'est-à-dire 3 minutes de moins que Roman Reigns et Jey Uso. Et honnêtement, moi je l'ai pas vu passer, donc c'est un très bon match, très bon point. Donc je me suis régalé, je vous le conseille si vous l'avez jamais vu, enfin si vous l'avez pas vu, c'est vraiment super. Sasha Banks va remporter la victoire, c'était super, j'étais très heureux parce que moi je suis un gros fan de Sasha Banks, je sais que certains l'aiment moins, moi j'adore Sasha Banks, je pense que c'est une des meilleures catcheuses ever de WWE, et que à NXT, moi c'était ma catcheuse préférée, et que quand elle arrivait dans le roster principal, et pour moi c'était celle qui avait le plus de potentiel parce qu'elle avait vraiment une staritude avec Charlotte Flair, et au final elle s'est fait coiffé au poteau par Bayley, et Becky Lynch qui semblait vraiment en retard s'est depuis rattrapé et a même dépassé toutes les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui c'est vraiment Sasha Banks qui est vraiment en dessous des Four Horsewomen comme on les appelle chez WWE. Et j'espère voilà qu'ils vont lui donner quelque chose d'intéressant, et vraiment le prochain match va être passionnant, s'ils construisent vraiment l'histoire autour de elle a jamais conservé son titre, je pense que ça peut être passionnant. Ensuite Bobby Lashley va affronter Slapjack qui est un membre de Retribution pour le titre des États-Unis. C'était un match impromptu, en fait il lance un Open Challenge. Le match a duré 3 minutes 50, c'est un squash quasiment de Bobby Lashley. C'était expéditif, c'est vrai que Retribution on sait pas trop où ça va cette histoire, on sait pas ce qu'ils veulent en faire, mais c'est vrai que là ils prennent 2 défaites de rang rapprochées qui pourrait condamner le groupe, parce que le groupe a perdu dans un match par équipe face au Hurt Business, et là risque va commencer à vraiment être affaibli face à Bobby Lashley. Parce que honnêtement, est-ce que Mustafa Ali peut battre Bobby Lashley vu le booking qu'il a actuellement? J'y crois pas trop. Donc malheureusement, je pense que Retribution c'est en train un petit peu de couler, malheureusement. Et pourtant l'idée était pas si mauvaise que ça, qu'ils pouvaient en plus relier ça au hacker, etc. Donc je pense qu'il y avait vraiment un potentiel, mais ça ne va pas prendre. Et le dernier match de la soirée, qui était le main event, Randy Orton contre Drew McIntyre. Match qui a été un peu en deçà de mes attentes, je dois bien le reconnaître, parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de faux rythmes par exemple dans le match, mais je dois bien reconnaître que je me suis quand même bien pris au jeu. Je me suis bien pris au jeu, et là justement par rapport à tous les autres matchs de la carte dont je vous ai parlé, c'était le match pour moi où il y avait le plus d'incertitude. Je voulais que Drew McIntyre gagne, parce que pour moi je voulais que Drew McIntyre ait la possibilité de pouvoir profiter de son titre avec le public. Maintenant le problème c'est qu'on imagine le public pas avant d'arriver avant peut-être mi-2021, etc., etc. Donc c'est vrai que ça fait long d'avoir Drew McIntyre en tant que champion, peut-être qu'il faudra lui redonner le titre plus tard pour qu'il puisse vraiment en profiter. Mais là, on sait qu'on arrive proche des Survivor Series, puis bientôt proche de la route vers le Royal Rumble, puis ensuite la route vers WrestleMania. Et qu'il y a des projets bien plus importants que Drew McIntyre qui vont se mettre en place, en particulier avec Edge, qui est censé affronter Randy Orton à WrestleMania. Donc, malheureusement, Drew McIntyre, il fait un peu partie des... voilà, il a fait un très bon, pour moi, run de champion. Il peut être très fier de lui. Honnêtement, avec sans public, sans rien, ce qu'il a fait, il peut être très fier. Et je pense que la WWE devrait l'en remercier. Il a fait un très bon boulot. En 30 minutes, il a tenu tête à Randy Orton et il a fait un super match. Mais Randy Orton, il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau depuis le début de l'année. Il marche sur l'eau. Et là, imaginez Randy Orton qui va peut-être affronter Bray Wyatt pour la suite, ça donne envie, puis peut-être Edge par la suite, donc honnêtement il y a des beaux programmes qui peuvent se présenter pour Orton avec le titre. De l'autre côté, c'est Drew McIntyre, qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est vrai qu'il est top face, peut-être qu'il peut très bien aller faire tomber Bobby Lashley, ça pourrait être possible, mais c'est vrai que ça le ferait retomber un petit peu dans la carte, parce qu'en gros, du côté de Raw, je sais pas sur qui ils vont le mettre.
C'est ça le défaut de ce moment, c'est que je sais pas sur qui ils vont l'envoyer. Est-ce qu'ils vont l'envoyer sur The Miz par exemple, pour peut-être récupérer la mallette au passage, ou faire une rivalité dans ce style-là. Je sais pas trop vers quoi ça va, Drew McIntyre. En tout cas, je suis curieux de le voir. J'espère qu'ils vont pas l'abandonner, c'est-à-dire qu'ils vont continuer de lui donner des choses. Pourquoi pas, donc, comme je le dis, le titre des États-Unis de Bobby Lashley, pour vraiment pas le laisser en plan, qu'il reste fort et qu'il reste, comme dirait Sturi, qu'il reste intéressant le temps qu'on puisse peut-être le renvoyer dans la course vers le titre de champion du monde d'ici WrestleMania ou le post-WrestleMania d'ailleurs. Peut-être une rivalité entre Drew McIntyre et je sais pas. Enfin, le problème c'est que si c'est Edge après qu'il y a le titre, Edge il sera top face. Je vois pas Drew McIntyre qui est face affronter Edge qui est face. Je pense que ça serait compliqué. Ou alors il faudra qu'il fasse un heel turn Drew McIntyre. Donc à confirmer à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est une décision qui fait pas forcément plaisir. Mais comme je l'ai dit, Randy Orton il est tellement incroyable depuis le début de l'année que c'est presque mérité. C'est terrible. Et pourtant, je suis l'un des plus grands fans de Drew McIntyre. Je trouve qu'il mérite le titre bien plus que tout le monde. Mais il y a un moment, il faut quand même dire que Randy Orton, il est extrêmement divertissant depuis le début de l'année. Il est extrêmement puissant. Il a retrouvé son côté psychopathe. Il est en forme. Il se donne. Il est à 200%. Là, honnêtement, il a rien lâché dans le Hell in a Cell. Ils sont montés sur le toit. Ils ont fait plein de choses. Là. Honnête, ils ont fait plein de choses. Je trouve qu'en plus, le match a été plutôt bon. Alors, il y avait, comme je dis, des faux rythmes, mais le match était bon. Donc, Randy Orton, en plus, il arrive, ce qui n'était pas le cas, il y a une période où il sortait quasiment que des mauvais matchs. Là, cette année, il sort des très bons matchs face à Edge. Un qui m'avait pas plu, mais il en sort quand même des bons. Et il sort des très bons matchs contre Drew McIntyre. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite pour Drew McIntyre. J'espère voilà, qu'ils vont pas l'abandonner et qu'ils vont vraiment continuer à l'utiliser et à le mettre en avant parce qu'il le mérite. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager, le bouton rejoindre en dessous pour soutenir la chaîne. C'est un pay-per-view que j'ai beaucoup apprécié, j'en suis très content. Et j'espère que c'est de votre cas, de votre côté également. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ce pay-per-view. Quant à nous, on se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!